Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Doraggio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour une nouvelle semaine en compagnie d'Antoine Marie Graziani. Bonsoir. Bonsoir. On continue évidemment à évoquer l'histoire de San Piero Corso et on s'était arrêté la semaine dernière au désengagement de la France en Corse. On était dans les années à peu près 1554-56. Voilà. Oui, en fait c'est une rupture parce qu'en fait, il faut bien comprendre les premières guerres d'Italie, les toutes premières, sont des guerres qui se déroulent en Italie. Passé la 8e, on ira jusqu'à 11. Les experts s'entendent sur le chiffre de 11 guerres d'Italie. Passé la 8e, les guerres se déroulent en fait sur plusieurs fronts à la fois. Et là, la guerre ne cesse de changer de lieu. Elle est partie d'Italie, elle est venue en Corse, et elle va rebondir, en fait, à l'autre bout, elle va rebondir dans le nord de la France. Et donc, c'est comme ça que les choses ont évolué. Alors, le problème avec San Piero, c'est que il pense, lorsque le maréchal de Termes quitte la Corse, que c'est lui que le roi va désigner comme son lieutenant en Corse. Et là, pas du tout. Et là, pas du tout. Et c'est le problème, en fait, fondamental qui va entraîner toute une série de désagréments. Parce que, en fait, le roi va choisir Giordano Orsini, le Jourdan des Ursins, comme elle l'appellent les Français, comme son représentant, son lieutenant, au sens premier du terme, tenant lieu, c'est ça le lieutenant, le lieutenant donc du roi en Corse. Et en même temps, il retire une grande partie des troupes qui avaient été installées. Et dans la foulée, eh bien, les Génois en font autant, c'est-à-dire qu'ils vont retirer. En plus, les Génois mènent la guerre à l'économie. Donc, il n'est pas question pour eux de surpayer des troupes qu'on pourrait, sans en plus une assurance de s'emparer des différentes villes que tiennent encore les Français, c'est-à-dire essentiellement Bonifacio et Ajaccio. Eux sont toujours implantés évidemment fortement dans le nord. Voilà. Et donc il y a cette espèce de rupture. Alors un autre problème, évidemment, c'est qu'on va tenter quand même le coup de s'emparer de Bonifacio. En tout cas, c'est ce que nous laisse à penser une partie du texte de Marcantonio Ceccaldi qui explique que en 1556, en février 1556, Gianandrea Doria arrive avec une flotte de 12 bateaux dans la région de Porto Vecchio. Alors là, il faut avoir lu les premières pages de l'autobiographie de Gianandrea Doria, qui explique que son parent, Andrea Doria, lui a donné son pilote, mais que le pilote s'est trompé. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le golfe de Saint-Cyprien en étant persuadé qu'il est dans le golfe de Porto Vecchio, ce qui n'est pas exactement la même chose. Évidemment, le lendemain matin, lorsque le vent arrive, eh bien, ils vont être drossés sur la côte de Saint-Cyprien. Et dans l'affaire, il perd une dizaine de galères. Et ce qui se passe, c'est que, d'après ce que dit Ceccaldi, il y avait à bord des galères tout un matériel, en fait, vraisemblablement pour s'emparer de Bonifacio. Donc, un coup, on veut bien déployer des troupes en nombre, non. Je veux dire que donc le coup, en plus, privé, parce que Gianandrea est quelqu'un qui travaille dans le privé. D'ailleurs, il va se refaire complètement dans les mois qui vont suivre en attaquant tout ce qui bouge pour essayer de récupérer une partie de ce qu'il a perdu dans cette opération désastreuse. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Les Français se retirent,
les Génois se retirent dans le même temps, enfin les troupes génoises entre guillemets, qui sont des Allemands, des troupes allemandes et italiennes pour l'essentiel. Tout ce monde-là se retire en Corse et le reste de la guerre, c'est ce que nous n'ont pas compris, je pense, toute une série de personnes qui nous ont décrit cette guerre de Corse comme espèce d'auto-centrée autour de la Corse. En fait, dans la réalité, le front se déplace. Le front se déplace, le front s'installe dans le nord de la France, et là, là, ça va être catastrophique pour les troupes les troupes du roi de France, qui vont être battues très lourdement. Et au bout du bout, eh bien, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que en 1556, lors de la trêve de Vaucelles, les Français avaient conservé toute une série de choses. En 1559, au moment du traité du Cateau-Cambrésis, eh bien, tout ce qu'ils avaient pu conserver, notamment la partie de la Corse qu'ils occupaient, eh bien, tout ça va leur être retiré au profit de Gênes. Donc, on est bien dans un mouvement de rupture, et dans ce mouvement de rupture, eh bien, Sampiero, parce que d'une certaine façon, donc les Français ne veulent pas suivre les choses, qu'à plusieurs reprises d'ailleurs, Sampiero n'est plus en Corse, ne se trouve plus en Corse, alors que Marc-Antonio Cecca dit lui-même, qui est son adversaire, dit que lorsqu'il est présent, il a un effet de charisme, etc., qui entraîne un certain nombre d'avantages pour les troupes françaises. Il se retire. La guerre s'achève d'une certaine façon avec au final un accord du traité du Cateau-Cambrésis qui fait repasser la Corse dans le domaine génois. On se retrouve dès demain, Antoine-Marie Graziani. À demain. Bientôt. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Dorazio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue pour cette seconde émission de la semaine en compagnie d'Antoine-Marie Graziani. Bonsoir. Je rappelle que depuis près d'un mois, nous évoquons en tout cas la figure de Sampiero Curzi, des émissions qui sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com. Nous nous étions arrêtés à l'armistice dans ces guerres qu'on a vues, qui ne sont pas forcément des guerres de Corse, mais qui se jouent sur plusieurs fronts. Donc, une fin des hostilités qui va durer à peu près 5 ans, c'est ça? Oui, alors, le Cateau-Cambrésis est une paix pour l'éternité. C'est la formule consacrée concernant le Cateau-Cambrésis. En fait, dans la réalité, le Cateau-Cambrésis va durer beaucoup plus longtemps que ça. Pour la Corse, ça va s'arrêter au bout de 5 ans parce que Sampiero n'a pas fini. En fait, dans la réalité, Sampiero est furieux, évidemment, de l'échec, furieux aussi d'avoir été retiré du front à l'avance, furieux de l'allié turc qui a manqué, notamment en 1558, lors de l'affaire de Calvi, qui n'est pas allé au bout. Voilà, donc il est furieux, il rentre, on l'amène sur le continent, il s'installe à Marseille, il va être ensuite envoyé à Aix-en-Provence, où il va rester 48 jours comme représentant du roi à Aix. Voilà, c'est un personnage qui prend un petit peu du recul par rapport aux événements, mais qui reste toujours mentalement dans la construction. Alors le problème, c'est que le Cateau-Cambrésis, évidemment, les Français l'ont signé. Il leur est difficile de revenir sur le traité qui vient d'être signé. Donc, ils expliquent à Sampiero, tous ceux qu'il va voir, lui expliquent que pratiquement, oui, on peut faire quelque chose, mais à titre presque privé, pas en tant qu'État. Alors, ça va être d'ailleurs tout le problème du jeu entre Sampiero et Catherine de Médicis dans les années qui vont suivre. C'est-à-dire, comment il peut mener la guerre
tout en la faisant privée, tout en sachant qu'en fait elle est payée en grande partie par de l'argent de la reine. Voilà, c'est un peu et puis le personnage difficulté. aussi est marqué aux yeux des Génois, est marqué, on peut le dire politiquement. Oui. Désormais, il est l'ennemi numéro un. Alors, les Génois ont été obligés d'accepter avec le Cateau Cambrésis, ça, il faut bien l'avoir en tête, de passer l'éponge sur tout ce qui s'était passé auparavant. Or, ils ont beaucoup à dire, les Génois, sur ce qui s'est passé auparavant. Il faut se souvenir quand même qu'on n'y est pas allé de main morte avec les troupes génoises. On a un grand nombre d'exactions qui ont été menées par les Corses contre les troupes génoises, qui leur ont fait une guerre véritablement très très dure. Et donc, on a été obligé parce que la paix, ce ne sont pas les Génois qui la font. Hein. La paix, c'est Charles Quint, et puis ensuite c'est Philippe II. Charles Quint en 1556 à Vaucelles, Philippe II en Cateau-Cambrésis en 1559. Donc, c'est eux qui ont véritablement fait la paix. C'est pas Gênes. Gênes se retrouve dans le bon wagon, c'est tout. Et donc, il faut se rendre compte de ça pour bien comprendre la suite. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, Sampiro va faire le tour des possibles. Le roi de Navarre, donc la reine Catherine de Médicis. Et les uns et les autres vont lui dire, tu as une solution. La solution, c'est le Turc. Nous, on peut pas revenir sur notre signature. On a signé l'accord, donc on ne pourra pas revenir. À la limite, on va te subventionner, on va t'aider par-dessous. Voilà. Mais on ne peut pas t'aider de manière claire. Et donc, tu ne peux pas faire la guerre en disant que tu viens de notre part. Tu ne pourras mener la guerre que de ton côté. Et par contre, il faut que tu aies un véritable allié en Méditerranée. Or, le seul allié en Méditerranée possible, c'est Soliman. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va lui donner à Sampiro une espèce de mini-mission à accomplir. Aller voir Soliman et voir s'il pourrait pas subventionner un petit peu le trésor français. Un genre d'ambassadeur, quoi. Voilà, une sorte d'ambassade. Alors, le problème, c'est que dès que Sampiro s'avance, c'est-à-dire dès que il arrive à Marseille, eh bien les Génois sont au courant. Les Génois sont au courant, ils vont le savoir à Marseille, ils vont avoir du monde avec lui lorsqu'il va aller à Alger, ils vont avoir des gens pour lui dire ce qu'il fait à Constantinople. Donc, Sampiro va être véritablement sous le canon du fusil, hein, il faut se rendre compte. Et dans le même temps, eh bien, les Génois vont pouvoir, grâce à ce mouvement que fait Sampiro, eh bien, régler les comptes. C'est-à-dire, dès que Sampiro va s'engager et partir vers Alger, eh bien, dès qu'il part, tout de suite, eh bien, les Génois font une descente en Corse, raflent les amis, etc., etc. Et évidemment, ça va être terrible. On en parlera justement demain. Merci beaucoup, Antoine-Marie Graziani. À demain. Au revoir. Bonsoir, bienvenue sur Alta Frequenza. Nous sommes mercredi, nous sommes dans Storia Nostra en compagnie d'Antoine-Marie Graziani. Bonsoir. Je rappelle évidemment que toutes les émissions que nous avons réalisées sur Sampiro Course sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous nous étions arrêtés finalement au retour de Gênes en Corse, un retour qui se fait, on peut le dire, dans la violence. Oui, parce qu'en fait, les Génois ont passé l'éponge en 1559 au moment du Cateau-Cambrésis parce qu'ils n'avaient pas les cartes en main. En 1562, ils vont agir de deux manières différentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont faire une descente en Corse et ils vont rafler tout ce que Sampiro a comme amis, comme gens qui leur ont posé des problèmes dans la guerre précédente, etc., etc. Bien que, en Corse, soyons honnêtes, tout un tas de personnes aient participé des deux camps. Hein, soyons clairs là-dessus. Mais il y avait des proches de Sampiro, le capitaine Polydore de Corté, etc. Et ceux-là, on va les exécuter dans les semaines qui viennent. Et puis, dans le même temps, les Génois vont se tourner vers le roi d'Espagne. C'est-à-dire que on va jouer à se faire peur. Qu'est-ce que disent les Génois ? Ils disent finalement, qu'est-ce que va faire Sampiro ? Il va demander la venue de la flotte turque. Donc,
demande immédiatement, on envoie un message au roi d'Espagne en lui disant attention, les Turcs vont débarquer dans un des deux golfes, c'est-à-dire soit le golfe de Saint-Florent, soit le golfe d'Ajaccio. Alors, réponse du roi d'Espagne. Première réponse, eh bien, je vous envoie mon meilleur fortificateur, on envoie le Fratino, Giacomo Palearo de Morcotte, en Suisse italienne. On envoie donc Giacomo Palearo, et Giacomo Palearo arrive évidemment dans le golfe de Saint-Florent. Il organise les choses pour qu'il y ait quelque chose pour remplacer ce qui a été très largement détruit au moment du conflit. Et puis il vient à Ajaccio, et c'est là qu'il va réaliser les travaux, les plans et une partie des travaux nécessaires à la fabrication de la nouvelle forteresse d'Ajaccio, la nouvelle citadelle qui véritablement va être réalisée en fait en quelques mois après le début des travaux en 1562. Donc voilà la première chose. Et puis, dans un deuxième temps, le roi d'Espagne va dire aux Génois, si véritablement il y a des assurances de l'arrivée de Sampiero, etc., à ce moment-là, moi, je vous fournirai des troupes en nombre, et parmi les meilleures troupes, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux à l'époque, l'équivalent de la Légion étrangère pour les Français, c'est-à-dire les tertiaux. Donc voilà ce que va proposer Philippe II de manière assez claire. Dès 1563, on a véritablement des assurances de ce côté-là. Donc les Génois peuvent, si véritablement on a l'assurance que les Turcs viennent dans cette direction-là, ils peuvent intervenir. Alors, qu'est-ce que fait dans le même temps Sampiero ? Sampiero se rend à Alger. À Alger, il est reçu de manière exceptionnelle. Notamment, il rencontre tous les Corses qui sont là-bas, dont une partie sont devenus renégats. Très bien. Et puis, dans un deuxième temps, il se rend donc à Constantinople. Il rencontre Soliman. Alors, ça se passe pas trop bien, en fait, dans la réalité avec Soliman. On lui donne une veste en or, etc., ce qu'on donne aux ambassadeurs. On le reconnaît mais il n'a pas, les Turcs n'ont pas mordu à l'hameçon proposé par Sampiero. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux éléments. Le premier élément, du côté génois, eh bien, on se pose la question de l'estourbir. On va monter une opération pour essayer de le tuer là-bas. Alors, ce sont des lettres qui sont très amusantes parce qu'elles sont écrites au jus de citron. Donc pour lire Allemande, et c'est marqué sur la. Donc il faut lire la lettre en la mettant par rapport au soleil. Bon, voilà. Et donc ces lettres-là disent clairement qu'il faut donc tuer Sampiero, mais on le loupe. Voilà. Et dans le même temps, parmi les proches qui sont avec Sampiero, il y a Paris de Saint-Florent. Et Paris de Saint-Florent envoie des lettres. Et les lettres en question sont évidemment récupérées par les Génois, qui vont récupérer plusieurs lettres de Sampiero. Or, qu'est-ce que dit Paris de Saint-Florent ? Il écrit à son parent, à Centaur, et en lui disant cher parent, attendez-vous à voir arriver la flotte turque, et ce jour-là, mettez le drapeau turc à votre fenêtre pour montrer que nous sommes bien d'accord. Et évidemment, les Génois qui récupèrent ce document-là font des copies qu'ils envoient immédiatement en Espagne par rapport à leurs alliés en disant attention, voilà ce qu'est en train de préparer Sampiero, la venue d'une flotte importante. On parle de 150 galères qui viendraient, effectivement, qui est la flotte turque. 150 galères, c'est à peu près la taille de la flotte turque, qui n'a pas d'équivalent, évidemment, en Occident à l'époque. Et évidemment, si la flotte turque débarque en Corse, eh bien, ça veut dire que les possibilités de faire fonctionner la grande voie de navigation qui va de Barcelone à Gênes, ça va être fini. Je veux dire, de manière claire, ils vont intercepter. On revient, si vous voulez, aux raisons qui avaient poussé à cette première guerre, à la guerre précédente. Voilà comment les choses se font. Et donc,
Le problème, c'est que les Génois récupèrent là toute une série de ces conspirateurs, de ces proches de Sampiero, et puis ils les font passer pour certains un petit peu à la moulinette. Hein, on les torture un petit peu pour savoir exactement ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, etc., etc. Les Génois, alors, sont-ils persuadés ou veulent-ils persuader, alors là, ça c'est la bonne question, leurs alliés que Sampiero s'apprête à faire cette descente avec l'appui du Grand Turc? Ça, c'est difficile à déterminer parce que, bon, il faudrait avoir des assurances. On ne les a pas, à ce jour, on ne les a pas. Savoir véritablement si ils pensent vraiment que Sampiero a en tête d'intervenir avec la flotte turque, ou bien si simplement ils ont besoin de l'appui espagnol et que ils ont trouvé cette solution pour l'obtenir. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous dès demain, Antoine-Marie Gardal, merci. Au revoir. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Doraggio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie d'Antoine-Marie Gradiani. Bonsoir. Alors nous étions arrêtés hier finalement à ce jeu qui est en train de se jouer entre les Turcs, Sampiero Course et les Génois. Dans les faits, concrètement, est-ce que donc cette suspicion des Génois est avérée? Est-ce que Sampiero Course a véritablement l'appui des Turcs et un appui massif? Non, il ne l'a pas. Il ne l'a pas obtenu de façon claire. D'ailleurs, les Turcs ne vont pas venir encore, ils vont aller à Malte. C'est pas vraiment un acquis. Non, ce qui se passe, c'est que il y a et si c'était vrai, voilà, le problème est là. Et de toute façon, les Génois ont absolument besoin de l'appui de Philippe II, donc ils jouent complètement cette carte en disant bien sûr que c'est vrai, on a des assurances que ça va dans ce sens-là. Élément supplémentaire, s'il y a les Turcs, les Français sont pas loin. C'est-à-dire que là, par-dessous, même si les Français, évidemment, la main sur le cœur, disent que ils sont pour rien, pour les Génois n'en croient absolument rien. Ils pensent bien qu'en fait, dans la réalité, Sampiero, c'est quand même un des féaux du roi de France. On le voit pas partir tout seul. On le voit partir avec l'appui des Turcs, avec l'appui des Français de l'autre côté, ce qui, d'une certaine façon, n'est pas inexact. Alors là, on est autour de l'année 1562. Évidemment, l'épisode suivant, c'est le meurtre de Vanina, donc à l'été 1563, qui précède la rentrée de Sampiero en Corse. Et en fait, pour bien comprendre les choses, on a laissé Vanina avec Sampiero en 1560 à Marseille, avec ce monde corse autour de lui, ce groupe de Corses, avec une femme qui visiblement est beaucoup plus moderne que lui, qui d'une certaine façon joue une carte différente de la sienne, et qui, elle est noble, etc. Donc elle considère que elle a tout à fonctionner avec le monde dans lequel elle vit, et que ce que propose Sampiero, finalement, c'est un espèce de retour au Moyen Âge. Là, il y a un problème culturel pratiquement donc entre les époux, et elle décide à un moment donné que cette construction qu'elle entrevoit, ce qu'est en train de construire Sampiero, elle a vraisemblablement un certain nombre d'éléments qu'elle amène avec elle, et elle décide de partir vers Gênes, et elle prend un bateau, et ce bateau va être intercepté par les autorités françaises qui vont rendre Vanina à Sampiero. Ensuite de quoi, lorsque Sampiero
récupère Vanina. Entre le moment où il la récupère et le meurtre de Vanina, il va se passer un mois. Et la question qu'on s'est posée avec Michel Verger-Francesque au moment où on a écrit le Sampiro, en fait, c'est le pourquoi. Pourquoi ce mois, un mois Pourquoi un mois? Parce que, finalement, il peut les stourbir tout de suite. Pourquoi met-il un mois, etc. Alors, est-ce que c'est pour en savoir plus sur ce qu'elle comptait faire? Est-ce qu'il y a des besoins de récupération d'un certain nombre de pièces qu'elle a pu amener? En tout cas, deux choses sont sûres. La première, c'est que elle avait vraiment en tête de partir et qu'elle avait joint les autorités génoises, puisqu'on a un document des autorités génoises qui disent qu'elle est sur la bonne voie, elle est en train de partir, etc. etc. Donc, ils l'attendent de manière claire. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, sur ce plan-là, il n'y a pas de discussion possible. La documentation est claire. Là, l'autre élément moins clair, c'est ce mois. La question que nous nous sommes posée, c'est finalement... est-ce qu'elle n'est pas victime finalement des obligations qu'a Sampiero par rapport aux gens qui le soutiennent? Il a le soutien de la reine-mère. Ce soutien-là, il peut avoir eu à le payer. Parce que c'est la question que nous nous sommes posée, c'est finalement est-ce que derrière le meurtre de Vanina, est-ce qu'il n'y a pas Catherine de Médicis, purement et simplement parce que elle a les moyens et puis surtout elle a les raisons. Après tout, elle a annoncé à Sampiero qu'elle allait le soutenir dans un conflit, alors que la France officiellement a signé le traité du Cateau-Cambrésis. Donc il y a effectivement des suspicions qu'on peut avoir quant à la décision. Et puis si on fait les calculs, un aller-retour sur Paris à cheval, etc., etc. Oui, un mois, on est dans les clous. On rentre. À ce moment-là, on peut effectivement se poser la question. Alors, bout de course, Sampiero va étrangler son épouse. Évidemment, on va rapprocher l'iconographie romantique de la Corse va rapprocher cet épisode-là d'Othello. Certains, lorsque vous allez sur Internet, vous font des rapprochements peu sensés entre les deux éléments, le mort de Venise et Sampiero qui tue sa femme, etc. Alors, et certains historiens, ils y sont allés de leur explication un peu graveleuse, elle l'avait trompé, etc., etc. Ce qui ne me paraît pas aller dans le sens de ce que je lis, parce que ce que je lis moi, ce sont des documents qui sont des documents d'État. Les Génois attendaient l'arrivée de la femme de Sampiero parce qu'elle était là pour leur amener un certain nombre d'assurances. Voilà. Des assurances pour véritablement, pour eux-mêmes, se tourner vers les autorités espagnoles et dire aux autorités espagnoles, regardez ce qui est en train de se fabriquer. Il y a les Turcs d'un côté, mais il y a aussi les Français. Il y a la reine, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont signé le traité du Cateau-Cambrésis, mais ils s'assoient sur le traité. Et ça, c'est évidemment, c'était extrêmement important pour eux d'avoir ces documents-là. Alors, ça ne leur permettra pas de mettre véritablement la reine en face de ses responsabilités, mais c'est ce qu'ils feront revenir aussi aux Espagnols, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a les Turcs, mais vraisemblablement, il y a aussi les Français. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain, merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Antoine-Marie Graziane. Bonsoir. Nous évoquons évidemment depuis le début de la semaine et depuis de longues semaines déjà la destinée de Sampiero Course. Toutes ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com. Nous étions arrêtés hier à la mort de Vanina. On imagine que sa mort tragique, en tout cas en Corse, a dû auprès de sa famille certainement, en tout cas, poser débat et en tout cas poser questionnement. Oui, bien sûr, mais de toute façon, la disparition de Vanina reste un épisode tragique. Il faut se rendre compte, quoi qu'elle ait pu faire, c'est la décision qu'elle prend en se rendant à Gênes.
l'a fait effectivement rendre douteuse. Bon, mais il faut se souvenir aussi que elle a des cousins, lesquels cousins sont eux totalement engagés dans le camp génois. Donc pour eux, bon là c'est la démonstration évidemment que Sampiero est bel et bien cet adversaire résolu qu'ils avaient vu dans la période précédente. Alors ce qui se passe, c'est que Sampiero va rester plusieurs mois avant donc de franchir le pas. Et il va franchir le pas en 1564 de manière assez étonnante. Sampiero est un homme qui a l'habitude des troupes, qui a l'habitude des armées, qui a l'habitude véritablement d'armées importantes. Or, là, le voilà débarquant avec une douzaine de personnes dans le golfe de Barach, près de Propriane, s'organiser pour lever la population corse contre Gênes. Et ça, c'est l'élément très important à comprendre. C'est un élément très important à comprendre qui montre deux choses. D'abord, la désaffection d'une grande partie des notables insulaires par rapport à Gênes. Sinon, ils ne choisiraient pas Sampiero. Et puis, le deuxième élément, le fait que Sampiero a un charisme et il a dans l'île une influence, une aura qui n'a pas d'équivalent en fait dans la réalité, dans la Corse du temps. Et donc, ce personnage qui arrive avec une douzaine de personnes, et franchement, dans les premiers temps, c'est un petit peu comme Napoléon avec le maréchal Ney. Il y a des gens qui viennent voir les Génois en disant écoutez, une douzaine, on peut nous-mêmes, avec le petit groupe qu'on est, on peut aller dans sa direction et s'emparer de lui, etc. Et donc, voilà, sauf que depuis Barach et en remontant, et puis par le jeu des parentés, il est apparenté à Chamanach, donc il joint les gens de Chamanach, et au fur et à mesure qu'il va avancer dans l'île, en se souvenant que les Génois, en dehors des villes, n'ont absolument pas de troupes pour tenir la population. Et il y a là, c'est le grand défaut de la cuirasse, c'est-à-dire que toutes leurs troupes sont concentrées en fait sur dans les villes et ils n'ont pas le droit de quitter les villes. Eh bien, au fur et à mesure qu'il lui monte dans l'île, et mis à part quelques personnes qui vont dire que ça se fera sans eux, et qui pour l'essentiel se déclareront neutres. Au fur et à mesure qu'il avance, eh bien, il y a des gens qui se raccrochent à lui, qui l'accompagnent, etc., etc. Et il part, c'est un peu dans la phrase de Corneille, nous partîmes 500, et par un prompt enfant, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où il avance, et qu'il peut... Alors, il y a un côté un peu battleur, il va sur la place du village, il harangue les gens, etc., etc. Il leur rappelle tous les mauvais coups que leur ont fait les Génois dans les opérations précédentes. Et dans chaque village, il prend du monde. Et il monte comme ça en direction de Corté. Les Génois, puis de Bastia, et les Génois, face à cet ensemble-là, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, ils ont des troupes qui sont des troupes pas d'extraordinaire qualité, qui sont pour l'essentiel des troupes plus spécialisées dans la garnison, si vous voulez, de ville, que véritablement des troupes prêtes à se mobiliser pour une vraie guerre en terrain dégagé. Et qui ne sont pas ancrés aussi sur le territoire. Et qui ne sont pas ancrés sur le territoire, qui sont en fait des troupes qui sont arrivées dans les semaines qui ont précédé, et parce que les Génois avaient des craintes, très bien, ils pensaient qu'à un moment donné ou à un autre, la bagarre arriverait avec Sampiero. Et là, Sampiero monte, alors il arrive en Cazique, où il va rencontrer un autre personnage important, Don Pietro Filippini, le futur auteur de la chronique. Il rencontre Filippini. Alors Filippini lui joue justement, fait partie de ces gens qui disent neutres.
Hein. Ils disent pas je m'engage du côté génois, hein, mais ils disent non, votre conflit n'est pas le nôtre, etc., etc. Donc il va jouer cette carte neutre. Alors là, il y a toute la différence entre Marc-Antoine Chekhal, qui lui était clairement du côté génois et philippines, et puis Sampiero revient sur ses pas, et là, une partie des troupes qui se trouvaient avec les Génois, qui étaient constituées de Corses, changent de camp et rejoignent Sampiero. Et Sampiero se retrouve à ce moment-là dans une situation qui est une situation bien meilleure, et en plus avec des troupes génoises qui sont engagées dans le goulet, si vous voulez, vers Pontenove, qui n'arrivent plus à trouver de quoi se nourrir. Hein. La campagne ne leur permet pas de se nourrir, et on les empêche d'ailleurs de pouvoir se nourrir. Et à ces troupes mal nourries, rincées par les intempéries, etc., eh bien, ils vont se retrouver à l'intérieur de... Et là, c'est ce qu'on appelle la bataille de Catch. Catch étant la zone de Moltifa ou Castifa, voilà, dans cette zone, si vous voulez, mais qui arrive jusqu'à au-delà de Pantelej. Eh bien, c'est là que, effectivement, Sampiero va engager la bataille et gagner cette bataille de Catch qui véritablement met les Génois dans une situation très difficile parce que ils ont pratiquement plus de troupes. Les seules troupes qui réussissent à s'enfuir sont les troupes à cheval. Toutes leurs troupes à pied se sont fait laminer. Ils n'ont pas les moyens, avec les troupes qu'ils ont dans les différentes villes, de constituer une armée nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont se tourner vers l'allié espagnol. Et c'est l'allié espagnol qui